Je m'appelle Lucas et je suis journaliste indépendant. Depuis des années, je parcours le pays à la recherche d'histoires insolites, de lieux oubliés et de mystères enfouis sous la poussière du temps. Cette fois-ci, mon enquête m'a conduit dans un petit village de montagne, un endroit reculé où le froid mordant semble figer les visages et les souvenirs. Mon objectif était simple, écrire un article sur les hôtels abandonnés, ces vestiges du passé qui murmurent encore les secrets de leurs anciens occupants. C'est ainsi que j'ai entendu parler de l'Aube Rouge, un hôtel jadis luxueux, perché au sommet d'une colline surplombant un lac d'un noir d'encre. Fermé depuis des décennies, il avait récemment rouvert ses portes sous la direction d'un certain monsieur Vauvert, un homme que personne ne semblait vraiment connaître. Mais ce n'était pas sa réouverture soudaine qui intriguait le plus les habitants. Plusieurs visiteurs de passage y avaient séjourné, et n'étaient jamais revenus. Lorsque j'ai évoqué mon intention d'y passer quelques nuits, les villageois ont échangé des regards inquiets. Une vieille femme, voûtée par l'âge, a posé une main osseuse sur mon bras. « Ne faites pas ça, jeune homme, ceux qui y entrent ne reviennent jamais les mêmes. » Ces paroles ont éveillé en moi une curiosité encore plus vive. L'inconnu, l'interdit, l'inexplicable, tout ce que j'aimais explorer. Je lui ai qu'adressé un sourire rassurant avant de monter dans ma voiture. La route menant à l'hôtel était sinueuse, serpentant entre des arbres immenses qui semblaient étouffer la lumière du jour. Plus je montais, plus la brume s'épaississait, réduisant ma visibilité à quelques mètres à peine. Puis, après un dernier virage, je l'ai vue. L'Aube Rouge. Sa façade de pierre sombre se dressait, imposante, contre le ciel gris. Ses hautes fenêtres reflétaient une lueur faible, presque maladive, comme si l'endroit retenait encore des traces d'un passé oublié. Je me suis garé devant l'entrée principale et suis sorti de la voiture. L'air était glacé et un silence pesant régnait. Seul le craquement de mes pas sur le gravier brisait la monotonie sonore. En poussant la porte de l'hôtel, une cloche suspendue au plafond a émis un tintement aigu. L'intérieur était chaleureux, bien plus que je ne l'avais imaginé. Un hall spacieux, éclairé par des lustres anciens, s'étalait devant moi. Un large escalier en bois massif menait aux étages supérieurs. À droite, un salon aux fauteuils profonds et aux rideaux épais. À gauche, la réception. Un homme se tenait derrière le comptoir, immobile. Sa silhouette mince se fondait presque dans le décor sombre. Lorsqu'il a relevé la tête, j'ai croisé son regard. Des yeux d'un noir profond, froid et vide. « Bienvenue à l'Aube Rouge, monsieur. Lucas Ferrand. J'ai réservé une chambre pour 3 nuits. » Il a hoché la tête et a ouvert un registre relié de cuir. Son doigt a glissé sur la liste des noms, s'arrêtant sur le mien. Chambre 27, au 2e étage. Il m'a tendu une clé en fer, lourde et froide dans ma paume. Profitez de votre séjour. Il n'a pas souri. J'ai pris ma clé et suis monté à l'étage. Les couloirs étaient longs, bordés de tapisseries délavées et de portes identiques, toutes marquées d'un chiffre gravé dans le bois. L'éclairage était faible, diffusé par de petites appliques murales dont certaines clignotaient alors légèrement. Arrivé devant ma chambre, j'ai inséré la clé dans la serrure et l'ai tournée. La porte s'est ouverte sur une pièce sobre mais confortable. Un grand lit à l'ancienne, une armoire en bois massif, un bureau face à une fenêtre donnant sur le lac. Je me suis approché et étiré les rideaux. Le paysage était à la fois fascinant et inquiétant. L'eau sombre du lac semblait immobile, comme une surface de verre, et les montagnes au loin disparaissaient peu à peu dans la brume nocturne. Un frisson m'a parcouru. Je n'étais pas sûr d'être seul ici. La sensation d'être observé ne me quittait pas. Peut-être était-ce l'ambiance de l'hôtel, le silence pesant ou simplement l'épuisement du voyage qui me jouait des tours. Je me suis secoué mentalement et ai décidé d'explorer un peu les lieux avant de me coucher. En sortant de ma chambre, le couloir était désert. Seule la lumière tremblotante des appliques murales projetait des ombres diffuses sur le parquet ancien. L'air était chargé d'une odeur étrange, un mélange de cire et d'humidité. Je suis descendu par l'escalier principal, mes pas résonnant doucement dans l'immensité du hall. À cette heure tardive, il semblait que j'étais le seul client éveillé. Pourtant, quelque chose me disait que je n'étais pas seul. Dans le salon, un feu crépitait doucement dans la cheminée. Un homme était assis dans un fauteuil en velours, son visage à demi caché par l'ombre. Il semblait perdu dans ses pensées, fixant les flammes avec intensité. Hésitant, je me suis avancé. « Bonsoir », ai-je lancé doucement. L'homme a sursauté, comme s'il ne m'avait pas entendu approcher. Lorsqu'il a tourné la tête vers moi, j'ai remarqué ses traits tirés et son regard fiévreux.
Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Oui, Lucas Ferrand. Et vous? Marc, répondit-il après une légère hésitation. Un silence pesant s'est installé. Il jetait des coups d'œil nerveux autour de lui, comme s'il craignait qu'on l'entende. Vous devriez partir, a-t-il murmuré brusquement. Sa voix était rauque, presque tremblante. Pourquoi? Il a détourné le regard vers la cheminée, visiblement hésitant. Puis, il a soupiré. Cet endroit, il y a quelque chose qui cloche. Je suis arrivé il y a 1 semaine. Chaque nuit, j'entends des bruits, des chuchotements, des pas dans le couloir. Mais quand j'ouvre la porte, il n'y a personne. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite. Vous pensez que l'hôtel est hanté? Il a ri, un rire amer et nerveux. Ce serait presque plus rassurant. Sa phrase est restée en suspens. Soudain, un bruit sourd a résonné quelque part à l'étage. Un son sec, comme si quelque chose de lourd venait de tomber. J'ai levé les yeux vers le plafond. Marc s'est redressé d'un bond. Ça recommence, a-t-il soufflé. Un long frisson m'a parcouru l'échine. D'autres bruits se sont fait entendre, cette fois plus distincts. Des pas, lents et mesurés, avançant dans le couloir au-dessus de nous. Il faut voir ce que c'est, ai-je dit. Marc a attrapé mon bras. Non, mauvaise idée. Mais ma curiosité l'a emporté. Je me suis libéré de son emprise et me suis dirigé vers l'escalier. Derrière moi, j'ai entendu Marc jurer à voix basse avant de me suivre à contre-cœur. Nous sommes montés prudemment, chaque marche grinçant sous notre poids. Une fois à l'étage, un silence absolu nous enveloppait. Le couloir était désert. Pourtant, il y a quelques instants à peine, quelqu'un ou quelque chose s'y déplaçait. Un léger courant d'air m'a effleuré le visage. Je me suis retourné vers Marc, mais son attention était fixée sur une porte entr'ouverte au bout du couloir. La chambre 34. C'était fermé tout à l'heure, a-t-il murmuré. Nous avons échangé un regard avant d'avancer lentement. Chaque pas résonnait trop fort, à mon goût. Arrivé devant la porte, j'ai pris une inspiration et l'ai poussée du bout des doigts. La pièce était sombre. Une odeur rance flottait dans l'air, comme si personne ne l'avait occupée depuis des années. Un craquement a brisé le silence. J'ai pointé la lampe de mon téléphone dans la direction du bruit. Mon sang s'est glacé. Au fond de la pièce, sur le sol, une vieille valise poussiéreuse était ouverte. À l'intérieur, soigneusement pliée, des vêtements appartenant à quelqu'un qui n'était plus là. Marc a reculé d'un pas. Bordel. Sous les vêtements, un vieux passeport dépassé. Je l'ai saisi et l'ai feuilleté. La photo était floue, jaunie par le temps. Le nom écrit à l'intérieur m'a glacé le sang. C'était celui d'un homme porté disparu, il y a plus de 10 ans. Le silence dans la chambre était devenu presque assourdissant. Je pouvais entendre le battement de mon cœur résonner dans mes tempes, tandis que mes doigts tremblèrent légèrement en tenant le passeport. Marc s'approcha, jetant un œil à la photo d'identité jaunie. Son visage se décomposa. Je le connais. Je levai les yeux vers lui. Quoi? Il déglutit avec difficulté avant de reprendre. Cet homme, il s'appelait Julien Morel. Il était venu ici pour un séjour et il n'a jamais été revu. Mon estomac se noua. Tu es en train de me dire qu'il a disparu dans cet hôtel? Marc hocha la tête. Pas seulement lui, il y a eu d'autres cas, des gens qui ont séjourné ici et dont on n'a plus jamais entendu parler. Je sentais un frisson me parcourir l'échine. Pourquoi personne n'en parle? Marc détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Parce que personne ne sait exactement ce qui se passe. Certains disent que ce sont juste des coïncidences. D'autres préfèrent ne pas creuser. Je reportai mon attention sur la valise ouverte devant nous. Les vêtements étaient soigneusement pliés, comme si leur propriétaire comptait revenir les chercher. « Quelqu'un a rangé ses affaires ici, murmurai-je. Je pris une chemise entre mes doigts. Elle sentait encore légèrement la lessive, malgré les années. Il n'est pas parti de son plein gré. Marc passa une main nerveuse sur son visage. On ne devrait pas rester ici. Un courant d'air glacial me fit frissonner. La porte de la chambre était toujours entr'ouverte, mais quelque chose me dérangeait. Le couloir était plus sombre qu'avant. La lumière du plafonnier clignotait faiblement, et un bruit diffus, à peine perceptible, semblait vibrer dans l'air. Un murmure. Marc et moi, nous figeâmes. « Tu entends ça » Il acquiesça lentement. Un son léger, comme une voix, mais trop faible pour être distincte. Puis, un autre bruit. Des pas, lents, pesants, venus de quelque part dans le couloir. Je fis signe à Marc d'éteindre son téléphone, plongeant la chambre dans l'obscurité. Nous restâmes immobiles, retenant notre souffle. Les pas se rapprochaient, puis plus rien. Le silence s'étira, étouffant. J'osai enfin avancer légèrement, juste assez pour jeter un coup d'œil à travers l'ouverture de la porte. Le couloir était vide, mais quelque chose clochait.
La lumière qui clignotait quelques secondes plus tôt était maintenant éteinte. Et au sol, une trace humide s'étendait sur le plancher, serpentant lentement vers l'obscurité du couloir. « Lucas, on s'en va maintenant. » La panique transperçait la voix de Marc, et pour la première fois, j'hésitais à discuter. Nous avons reculé doucement dans la chambre, refermant la porte sans un bruit. Le silence était devenu pesant, presque vivant. Puis, d'un coup, un grattement, juste derrière la porte, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait d'entrer. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Marc et moi nous regardâmes, terrifiés. Puis, une voix étouffée, murmurante, glissa à travers le bois de la porte. Il est trop tard. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine. Ce murmure, ce timbre rauque et indistinct. Ce n'était pas une voix normale. Marc me lança un regard affolé, son visage livide sous la faible lumière de mon téléphone. « On doit sortir d'ici », souffla-t-il. Mais mes jambes refusaient de bouger. De l'autre côté de la porte, le grattement s'intensifiait, irrégulier, comme si des doigts cherchaient à fendre le bois. Puis un bruit sourd, un coup, lent, pesant. Un autre suivi. Quelqu'un ou quelque chose frappait à la porte, avec patience. Marc attrapa mon bras et m'entraîna vers la fenêtre. Nous étions au 2e étage, impossible de sauter sans se blesser. Et maintenant, chuchotai-je, on attend que ça parte. Je jetai un regard nerveux autour de la pièce. L'air semblait s'être alourdi, chargé d'une odeur métallique et fade. Les coups cessèrent soudainement. Un silence absolu s'abattit sur la chambre. J'échangeai un regard inquiet avec Marc. Puis, la poignée de la porte tourna lentement. Un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale. Quelque chose essayait d'entrer. Marc et moi nous sommes figés, le souffle suspendu. Le battant trembla légèrement, comme si quelqu'un y appuyait son front. Puis, plus rien. 1 minute s'écoula, puis 2. L'air restait lourd. « Tu crois que c'est parti ?» murmura Marc. Je m'approchai à pas feutrés de la porte et tendis l'oreille. Silence total. J'agrippai lentement la poignée, la main moite de sueur. Puis, dans un ultime élan de courage, j'ouvris la porte en grand. Le couloir était brouetté vide. Aucune trace de pas, aucune ombre dans les recoins sombres. Mais l'ambiance était différente. Comme si les murs avaient retenu un secret dont nous n'étions pas censés avoir conscience. Marc sortit précipitamment et je le suivis. Nous avons traversé le couloir en vitesse, descendant l'escalier sans oser regarder derrière nous. Dans le hall, tout était calme. La cheminée du salon crépitait doucement. La réception était déserte. Trop déserte. Le registre qui trônait sur le comptoir était ouvert. Un courant d'air le feuilletait lentement, page après page. Je m'en approchai. La liste des clients s'étalait sous mes yeux, griffonnée d'une écriture fine et soignée. Je descendis la colonne des noms jusqu'au bas de la page. Et mon sang se glaça. Mon nom y figurait. Mais la case indiquant ma date de départ restait vide. Je levai les yeux vers Marc, qui venait de faire la même découverte. On s'en va, tout de suite. Nous avons contourné la réception et nous sommes précipités vers la porte d'entrée. Mais au moment où j'ai tendu la main pour l'ouvrir, une voix derrière nous a soufflé mon nom. Un chuchotement, glacial et déformé. Je me suis figé, la main sur la poignée. Marc s'est retourné lentement, la respiration saccadée. Derrière la réception, là où personne ne se trouvait une seconde plus tôt, un homme en costume sombre nous observait. Son visage était pâle, presque cireux. Ses yeux, trop noirs, trop fixes. Et son sourire, un rictus figé comme s'il n'avait jamais cligné des paupières. Il posa calmement une main sur le registre. « Vous partez déjà ?» Mon sang ne fit qu'un tour. Sans répondre, je tournai la poignée et ouvris la porte à la volée. L'air frais de l'extérieur me frappa en plein visage, alors que Marc et moi courions vers la voiture. Derrière nous, la silhouette de l'homme restait immobile dans l'embrasure de l'entrée. Il nous regardait partir, sans bouger, sans dire un mot. Nous avons démarré en trombe, dévalant la route sinueuse, sans jamais oser jeter un regard en arrière. L'hôtel disparut bientôt derrière la brume épaisse. Nous n'avons pas échangé un mot durant tout le trajet du retour. Mais une chose est sûre, nous ne sommes jamais retournés à l'Aube Rouge. Et chaque nuit, encore aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé si nous étions restés. Mon nom est Sophie Martin, et jusqu'à récemment, je ne croyais pas aux histoires étranges que l'on raconte sur certains hôtels. Vous savez, ces légendes sur des chambres maudites, des disparitions inexpliquées ou des phénomènes que l'on préfère mettre sur le compte de l'imagination. Pourtant, ce que j'ai vécu cette nuit-là a changé ma perception de la réalité.
Avec mon compagnon Maxime, nous étions en route pour un long voyage en voiture. Après plusieurs heures de route, la fatigue s'est installée et nous avons décidé de nous arrêter pour la nuit. Nous n'avions rien réservé à l'avance, alors nous avons opté pour un hôtel au hasard. Un établissement de bord de route aux allures nord-vieillottes, mais encore fonctionnel. L'accueil fut froid. Une réceptionniste en uniforme beige, l'air fatigué, nous observa sans un mot en tapant distraitement sur son clavier. Derrière elle, un mur couvert de cadres poussiéreux affichait des photos en noir et blanc de l'hôtel à son époque de gloire. « Bonsoir, dit Max. Une chambre pour deux, s'il vous plaît. » La réceptionniste releva enfin les yeux. Elle hésita une seconde avant de répondre. Il ne reste plus qu'une chambre disponible, la 606. Sa voix était neutre, mais quelque chose dans son regard m'a mise mal à l'aise. « Ça ira, » répondit Max, sans relever son hésitation. Elle nous tendit la clé, une vieille clé métallique attachée à un porte-clés en cuir élimé. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez, » ajouta-t-elle sans conviction. Elle baissa ensuite la tête, évitant notre regard, comme si elle regrettait déjà de nous avoir laissé monter. Nous avons pris l'ascenseur qui trembla légèrement avant de s'élever en grinçant. L'hôtel semblait désert. Le couloir du 6e étage était sombre, faiblement éclairé par quelques ampoules jaunies fixées au mur. Lorsque nous sommes arrivés devant la chambre 606, Max a introduit la clé et a tourné la poignée. La porte s'ouvrit dans un léger grincement. À l'intérieur, tout était normal. Un lit double avec une couverture grise, une commode en bois verni, un miroir légèrement terni par le temps et une petite salle de bain attenante. Mais l'ambiance était différente. L'air semblait légèrement plus froid qu'à l'extérieur. Une odeur indéfinissable flottait dans la pièce, un mélange de renfermé et d'un parfum ancien, comme si quelqu'un y avait séjourné il y a longtemps et que son odeur s'accrochait encore au mur. « C'est un peu lugubre, » soufflai-je en déposant ma valise sur le lit. « Tu regardes trop de films d'horreur, plaisanta Max. » Je souris faiblement et haussai les épaules. La fatigue était plus forte que mon malaise. Après une douche rapide, je me suis glissé sous les draps pendant que Max zappait distraitement les chaînes de télévision. Le sommeil m'a prise rapidement, malgré une étrange impression d'être observé. Puis, en pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut. Quelque chose n'allait pas. La chambre était silencieuse, mais l'air était devenu glacial. Max dormait profondément à mes côtés. C'est alors que j'ai remarqué un détail troublant. La porte de la salle de bain était entrebâillée. Je savais pourtant que je l'avais fermée avant de me coucher. Un frisson me parcourut. Peut-être une simple erreur d'inattention, mais une autre sensation me tordait l'estomac. L'impression tenace que quelqu'un d'autre était dans la chambre. Mon souffle était court. L'air de la chambre semblait plus dense, plus lourd. Je tendis l'oreille, mais tout restait silencieux. Seul le léger grésillement de la télévision, que Max avait laissé en veille, résonnait faiblement dans la pénombre. Je me redressai lentement dans le lit, le regard rivé sur la porte entr'ouverte de la salle de bain. L'obscurité à l'intérieur était totale. Pourtant, quelque chose me troublait. La porte n'était pas seulement entr'ouverte, elle avait bougé. Max dormait toujours, paisiblement, ignorant l'angoisse qui montait en moi. J'hésitais à le réveiller, mais quelque chose en moi voulait comprendre avant d'agir. Rassemblant mon courage, je tendis la main vers mon téléphone pour allumer la lampe torche. La lumière froide éclaira la chambre d'une lueur blanche, projetant des ombres anguleuses sur les murs. « Il n'y a rien, Sophie. Calme-toi. » Je me répétais ces mots intérieurement alors que je me levais du lit. Chaque pas sur le sol me semblait plus pesant. La distance entre moi et cette fichue porte me paraissait plus grande que quelques secondes auparavant. D'un geste hésitant, je poussai doucement la porte de la salle de bain. Rien. Le miroir me renvoya mon propre reflet fatigué. La douche était sèche, le lavabo propre. L'éclairage blafard du néon clignota une fraction de seconde avant de se stabiliser. Rien d'anormal. Je poussai un soupir en secouant la tête. « Je deviens folle », murmurai-je. J'éteignis la lumière et retournai dans la chambre. Mais alors que je me glissais sous les draps, un détail me fit frissonner d'effroi. La télévision était éteinte. Je me figeai. Je savais pertinemment que Max l'avait laissée allumée en veille. J'avais entendu le faible grésillement quelques secondes plus tôt. Un courant d'air glacial me caressa la nuque. Et c'est à cet instant que je l'entendis. Un murmure. Un son à peine audible, quelque chose d'insaisissable. Une voix basse, presque imperceptible, qui semblait glisser dans la chambre. Je tournai lentement la tête vers Max. Il ne bougeait pas. Sa respiration était régulière. Il dormait profondément. Le murmure revint. Cette fois, plus clair. Et il venait de l'intérieur de la chambre. Je serrai la couverture contre moi, mon cœur battant à tout rompre. Puis, mon regard glissa vers le miroir accroché au mur en face du lit. Je me sentis glacé jusqu'aux os. Quelqu'un était là.
Une silhouette sombre, indistincte, se tenait derrière moi, floue mais indéniablement présente. Mon sang se glaça. Dans un mouvement paniqué, je me retournai d'un coup. La chambre était vide. Mais mon propre reflet, dans le miroir, ne me regardait pas. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ce n'était pas possible. Dans le miroir, mon reflet était bien là, mais il ne me regardait pas. Il avait la tête légèrement tournée vers la droite, comme s'il fixait quelque chose derrière moi. Je sentis un frisson glacé parcourir mon dos. Mon corps refusa de bouger. Mon cœur battait à un rythme affolé, tandis que je restais figé, incapable de faire un geste. L'espace d'une seconde, j'eus l'impression que mon reflet allait bouger, que sa tête allait tourner un peu plus, juste assez pour me regarder droit dans les yeux. Un bruit sec brisa le silence. Je sursautai violemment. C'était la porte de la penderie située à côté du miroir. Elle venait de s'entr'ouvrir toute seule. Je fis un pas en arrière, agrippant la couverture du lit, comme si cela pouvait me protéger. Max bougea légèrement dans son sommeil, mais il ne se réveilla pas. C'est le vent. Ma voix était un souffle, presque inaudible. Mais il n'y avait aucune fenêtre ouverte. Je déglutis avec difficulté, fixant l'ouverture sombre de la penderie. L'intérieur était plongé dans l'ombre, impossible de distinguer quoi que ce soit. Puis un bruit, un froissement, comme si quelque chose bougeait lentement à l'intérieur. Mon instinct me criait de ne pas approcher. Mais une force étrange, un mélange d'angoisse et de fascination, me poussa à avancer malgré tout. À mi-distance, une sensation oppressante s'abattit sur moi. Une présence invisible, pesante, comme si l'air lui-même était devenu épais. Je levai lentement la main, tremblante, et posai mes doigts sur la porte entr'ouverte. Un frisson me parcourut. Le bois était glacé. J'inspirai profondément et ouvris la penderie en grand. Vide. Seuls quelques cintres en métal pendaient, tristement sur la barre, oscillant légèrement comme si quelqu'un venait de les toucher. Je laissai échapper un soupir tremblant. J'étais en train de me laisser emporter par mon imagination. Rassemblant mon courage, je refermai doucement la porte. Mais alors que je me redressais, mon regard se posa sur le miroir à nouveau. Je faillis lâcher un cri. La silhouette était là, juste derrière moi, plus nette qu'avant. Elle se tenait dans l'ombre du coin de la chambre. Une silhouette humaine, floue, comme une ombre mal définie, immobile, mais présente. Un murmure, si bas qu'il me glaça jusqu'aux os, résonna tout près de mon oreille. « Tu n'aurais pas dû entrer ici. » Un cri faillit m'échapper, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Mon corps entier était paralysé par une terreur glaciale. Quelqu'un murmurait juste derrière moi. Je me retournai d'un coup, le souffle court. Rien. La chambre était vide, mais dans le miroir, la silhouette n'avait pas disparu. Elle était toujours là, dans le coin de la pièce, une masse sombre, floue, presque indéfinissable. Et cette fois, je distinguai quelque chose de plus précis, des yeux. 2 pointes noires, vides, me fixant à travers le reflet. Un bruit sourd me fit sursauter. Max venait de se réveiller. « Sophie » grogna-t-il, la voix encore engourdie par le sommeil. Je n'arrivais pas à parler, mes lèvres tremblaient. « Il y a quelqu'un » balbutiai-je en pointant le miroir du doigt. Il se redressa en fronçant les sourcils et suivit mon regard. Mais dans son reflet, il n'y avait rien. « Sophie, il n'y a rien du tout » murmura-t-il en posant une main sur mon bras. J'avais envie de crier que si, que quelque chose était là, que je le voyais clairement. Mais alors que mes yeux restaient rivés sur le miroir, un détail me frappa. Max apparaissait bien dans le reflet. Moi aussi. Mais l'ombre, elle, ne bougeait plus. Elle restait figée, son regard vide planté dans le mien. Et soudain, sans prévenir, la télévision s'alluma toute seule. L'écran grésilla, affichant une neige blanche et chaotique, tandis qu'un son aigu envahissait la chambre. Je me recroquevillai sous la couverture, tandis que Max, plus agacé qu'inquiet, se leva pour éteindre l'appareil. Il appuya sur le bouton. Rien. Il insista, jurant dans sa barbe. L'image continua de grésiller. Puis, brusquement, l'écran afficha une image figée. La chambre 606. Mais pas comme nous la connaissions. Elle était plus ancienne, plus délabrée. Les murs étaient abîmés, les meubles couverts de poussière. Et au centre de l'écran, un lit, sur lequel une femme était assise, le dos tourné vers nous. Son corps était figé, mais son ombre bougeait. Elle se levait lentement, glissant hors de l'écran, grandissant, s'étirant. Puis, sans prévenir, l'écran redevint noir. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Mon cœur battait à tout rompre. Max resta figé devant la télévision, incapable de parler. Puis, nous avons entendu le bruit le plus terrifiant de toute la nuit. Un léger grattement, juste derrière nous. Venait-il du miroir, de la penderie, ou pire encore,
de sous le lit. Cette fois, nous n'avons pas attendu. Je bondis hors du lit, attrapai mon sac, et Max fit de même. Nous avons quitté la chambre en courant, dévalant les escaliers sans même attendre l'ascenseur. La réception était vide. Personne derrière le comptoir. L'hôtel entier semblait abandonné. Mais nous ne nous sommes pas attardés. Nous avons foncé vers la voiture et avons démarré en trombe, quittant cet endroit maudit sans jamais nous retourner. Sur la route, Max restait silencieux. Moi aussi. Ce n'est que plusieurs kilomètres plus tard que j'osai enfin murmurer « Dis-moi que j'ai rêvé ». Il secoua lentement la tête. Moi aussi, je l'ai vu. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit, mais parfois, dans mon sommeil, je revois cette image, la femme sur le lit, et son ombre qui bougeait sans elle. Mon nom est Thomas Leroux, et je passe une bonne partie de mon temps sur la route. Mon travail de commercial m'oblige à dormir dans des hôtels différents chaque semaine, au point que j'ai fini par ne plus y prêter attention. Les chambres se ressemblent toutes, un lit standard, une télévision allumée en bruit de fond, un bureau souvent trop petit pour y travailler confortablement. Mais l'hôtel où j'ai séjourné ce soir-là était différent. Je venais d'arriver dans une grande ville pour une série de rendez-vous professionnels. Fatigué après plusieurs heures de route, j'ai réservé une chambre dans un hôtel à l'allure sobre mais élégante. Un de ces vieux bâtiments rénovés qui conservent leur charme d'antan avec des escaliers en bois massif et un hall spacieux aux murs recouverts de boiseries sombres. À la réception, un homme d'un certain âge m'a accueilli avec un sourire poli. « Bonsoir, monsieur Leroux. Chambre 1204, 12e étage. Voici votre clé. » Il me tendit une carte magnétique, mais alors que je m'apprêtais à la prendre, il ajouta, baissant légèrement la voix, « Évitez de monter au dernier étage. » Je relevai la tête, surpris. « Pardon ?» Il conserva son sourire, mais quelque chose dans son regard s'était durci. Le 13e étage est fermé. Il n'est pas accessible aux clients. Son ton ne laissait pas de place à la discussion. J'haussai simplement les épaules, récupérai ma clé et me dirigeai vers l'ascenseur. En entrant dans la cabine, je parcourus du regard les boutons du tableau de commande. Les chiffres défilaient de 1 à 12. Mais il y avait bien un bouton 13. Curieux. Les hôtels évitent généralement ce chiffre, préférant passer directement du 12 au 14 pour ne pas effrayer les clients superstitieux. Un détail insignifiant, pensai-je sur le moment. L'ascenseur s'ouvrit sur un couloir sobrement éclairé, silencieux. Ma chambre était au bout du couloir. Une fois à l'intérieur, je déposai ma valise, allumai la télévision et ouvris mon ordinateur portable. La soirée s'annonçait banale. Mais cette nuit-là, je n'ai jamais trouvé le sommeil. Je me suis réveillé à 2h27 du matin, sans raison apparente. Un silence étrange régnait dans la chambre. Pas de bruit de circulation, pas de bourdonnement de la ventilation. Un calme total, comme si le monde autour de moi s'était arrêté. C'est alors que j'ai entendu le bruit, un léger ding. Le son de l'ascenseur qui s'ouvrait. Quelque part dans l'hôtel, je ne sais pas pourquoi cela m'a alerté. Peut-être parce que je me souvenais des paroles du réceptionniste. Évitez de monter au dernier étage. Je me levai lentement et m'approchai de la porte. Le couloir était vide. Pourtant, un détail attira immédiatement mon attention. Au fond du couloir, la lumière de l'ascenseur était allumée. Mais ce n'était pas l'étage 12 qui était indiqué, c'était le 13. Mon cœur accéléra. L'ascenseur était monté au dernier étage. Seul problème, personne n'était censé y aller. Je restai figé devant la porte de ma chambre, le regard fixé sur le chiffre lumineux au-dessus de l'ascenseur. 13. Il était impossible que quelqu'un soit monté là-haut. Le réceptionniste avait été clair, le dernier étage était fermé. Alors pourquoi l'ascenseur s'y était-il arrêté ? Je jetai un regard rapide dans le couloir. Pas un bruit, pas un mouvement. L'éclairage tamisé rendait l'atmosphère encore plus étrange. Un frisson parcourut mon dos. J'aurais dû retourner me coucher, j'aurais dû ignorer tout ça. Mais une sensation oppressante me serrait la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Avant même de m'en rendre compte, mes pieds avançaient déjà dans le couloir. Lentement, prudemment, je m'approchai de l'ascenseur, le cœur battant à tout rompre. Les portes s'étaient restées ouvertes. À l'intérieur, un silence pesant régnait. L'éclairage vacillait légèrement, comme si l'air même de la cabine était plus lourd. Puis, je vis le bouton 13. Il brillait toujours, indiquant que quelqu'un, ou quelque chose, venait de l'activer. Mes doigts hésitèrent une seconde au-dessus du panneau de commande. Une part de moi savait que je faisais une erreur, mais ma main appuya sur le bouton. L'ascenseur se referma doucement et commença à monter. Je sentis immédiatement un changement. L'air devint glacial. Les murs métalliques de la de la cabine me renvoyaient mon propre reflet, mais mon visage me semblait étranger, déformé par une tension que je n'arrivais pas à expliquer.
Le trajet me parut interminable. Pourtant, il ne s'agissait que d'un étage. Puis, l'ascenseur s'arrêta. Un ding retentit. Les portes s'ouvrirent lentement et je découvris le 13e étage. Un couloir identique aux autres, mais différent. L'air était plus dense, l'éclairage plus faible, comme si l'endroit n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Une odeur me frappa immédiatement. Un parfum ancien, mêlé à une humidité lourde. Je fis un pas en avant. Les murs étaient recouverts d'un papier peint usé, jauni par le temps. Quelques cadres aux vitres poussiéreuses pendaient de travers, leurs images indistinctes sous la lumière tamisée. Mais ce qui me glaça d'effroi, ce fut le silence absolu. Aucun bruit, pas même celui de la ventilation. C'était comme si l'hôtel n'existait plus à cet étage. Puis, au loin, un son. Faible, un murmure à peine perceptible. Je me raidis, quelqu'un ou quelque chose était ici. Et je n'étais plus seul. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je regrettais déjà d'être monté ici. L'ascenseur était resté ouvert derrière moi, comme une invitation à revenir en arrière. Pourtant, quelque chose me clouait sur place. Le murmure, un chuchotement faible, presque imperceptible, flottant dans l'air épais du couloir. Je tendis l'oreille, essayant d'en distinguer les mots, mais ce n'était pas une voix normale. C'était distordu, comme un enregistrement trop ancien, grésillant, incomplet. Mon regard balaya le couloir. Toutes les portes étaient les fermées, à l'exception d'une, 1301. Elle était entr'ouverte. Une lueur faible s'échappait de l'entrebâillement, oscillant légèrement, comme si une lampe vacillante éclairait la pièce. Je devais partir, rentrer dans l'ascenseur, redescendre, oublier tout ça. Mais mes jambes avançaient, malgré moi, poussées par une fascination morbide. À chaque pas, l'odeur de renfermé et de poussière devenait plus forte. Mon souffle était court. Ma main tremblait lorsque je poussais doucement la porte. La pièce était figée dans le temps. Tout était ancien. Un grand lit au drap défait, jauni par le temps. Une table de chevet avec une lampe d'un autre siècle. Une valise ouverte au sol avec des vêtements soigneusement pliés à l'intérieur. Mais personne. Pourtant, cette chambre était occupée. Quelqu'un, ou quelque chose, vivait encore ici. Je fis un pas à l'intérieur. Le parquet grinça sous mon poids. Et soudain, la porte se referma derrière moi avec fracas. Je sursautai, mon cœur battant à tout rompre. Je me retournai d'un coup. La poignée ne bougeait plus. J'étais coincé. Puis, un bruit derrière moi. Le lit venait de grincer. Je sentis mon sang se glacer. Mon regard se posa sur le matelas. Et là, sous les draps, quelque chose bougeait lentement. L'air de la chambre était devenu glacial. Sous les draps jaunis du lit, quelque chose bougeait lentement. Mon instinct me hurlait de fuir, d'enfoncer la porte s'il le fallait, de ne surtout pas rester ici une seconde de plus. Mais j'étais incapable de bouger. Je voyais les couvertures se soulever et s'abaisser comme si une présence invisible respirait lentement en dessous. Puis, le mouvement s'arrêta net. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Je sentis mon cœur cogner dans ma poitrine. Puis, très doucement, les draps commencèrent à glisser vers le sol, centimètre par centimètre, révélant rien en dessous. Le matelas était vide, mais je savais que je n'étais pas seul. Un bruit sec retentit derrière moi. Je me retournai d'un coup. Le miroir de la chambre. Ma gorge se serra. Mon reflet était là, mais quelque chose n'allait pas. Dans la glace, je voyais une silhouette debout derrière moi. Floue, grande, immobile. Je ne voulais pas me retourner. Je sentais sa présence, son souffle glacial contre ma nuque. Puis, lentement, elle avança d'un pas. Dans le miroir, son bras maigre et déformé se tendit vers moi. Et c'est là que j'ai entendu le murmure. Celui qui m'avait attiré ici. Cette fois, il était clair. Un mot. Un seul. Reste. Un hurlement de terreur faillit m'échapper. Mais au même instant, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, comme si quelque chose me laissait partir. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi hors de la pièce, me précipitant vers l'ascenseur. Le couloir du 13e étage semblait plus long qu'avant. Je courais, mais j'avais l'impression que les portes de l'ascenseur s'éloignaient. Derrière moi, des pas résonnaient. Quelque chose me suivait. L'ascenseur était là, ouvert. Je plongeai à l'intérieur et appuyai frénétiquement sur le bouton du 12e étage. Les portes mirent une seconde de trop à se fermer, juste avant qu'elles ne se referment complètement. Quelqu'un passa devant. Un visage flou, pâle, des yeux vides. Puis plus rien. L'ascenseur redescendit. Quand les portes s'ouvrirent au 12e étage, tout était normal. Le silence. L'hôtel habituel. Je me précipitai vers ma chambre, pris mes affaires en vitesse et quittai l'hôtel sans un regard en arrière. La réception était vide. Il n'y avait plus personne derrière le comptoir.
Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit sans m'arrêter. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, quand j'ai osé respirer à nouveau, que j'ai regardé mon téléphone. J'avais pris une seule photo sans m'en rendre compte. Une image floue du miroir de la chambre 1301. Au centre de la photo, un visage blanc aux yeux noirs qui me regardait. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet hôtel, et je ne monterai plus jamais au dernier étage d'un endroit que je ne connais pas. Je m'appelle Julien, et si j'écris cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je ne peux plus faire semblant. J'ai essayé d'oublier, de me convaincre que mon esprit m'a joué des tours cette nuit-là. Mais je sais ce que j'ai vu. C'était il y a 3 ans. J'étais en déplacement pour le travail, comme d'habitude. J'avais l'habitude des nuits passées dans des hôtels impersonnels, de ces chambres, toutes identiques, qui finissent par se fondre dans un même souvenir grisâtre. Ce soir-là, une tempête battait la route. Les rafales de vent secouaient les panneaux de signalisation et la pluie réduisait la visibilité à presque rien. Je devais arriver à mon hôtel habituel en périphérie, mais en consultant mon GPS, j'ai vu qu'il me restait encore 1 heure de route sous ce déluge. Trop fatigué pour continuer, j'ai décidé de m'arrêter au premier hôtel que je trouverais sur mon chemin. C'est ainsi que j'ai aperçu l'hôtel des Ombres. Il était là, au détour d'un virage, perdu au milieu de nulle part. Un grand bâtiment aux allures de manoir, avec des fenêtres hautes et une façade d'un autre siècle. L'enseigne clignotait faiblement sous la pluie battante. Hôtel, rien d'autre. Pas de nom, pas d'indication. J'ai hésité une seconde, mais la fatigue l'a emporté. Je suis entré. L'intérieur était surprenant. Le hall était immense, richement décoré, comme figé dans une autre époque. Un tapis rouge s'étendait jusqu'au comptoir de la réception. Du moins, je crois que c'était un tapis. Ou alors le sol était directement teint de cette couleur. Les murs étaient ornés de lustres anciens qui diffusaient une lumière tamisée. Il y avait une odeur particulière, quelque chose de lourd, un parfum mélangé à l'odeur de la pluie qui s'infiltrait encore dans mes vêtements. Personne ne se trouvait à la réception. Je tapais légèrement sur la cloche. Di-i-a-eng. Le son résonna dans le hall bien trop longtemps. Puis j'entendis un pas, lent, mesuré. Un homme en costume noir apparut derrière le comptoir. Il était grand, mince, avec des cheveux lissés en arrière et un regard beaucoup trop fixe. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider ?» Sa voix était étrange, comme déconnectée. « Oui, une chambre pour la nuit, s'il vous plaît. » Il hocha la tête et me tendit une clé en métal. Une clé, pas une carte magnétique. « Chambre 203, 2e étage. » Il y eut un léger silence. Puis, il ajouta, toujours avec ce ton trop poli, « Ne sortez pas de votre chambre après minuit. » Mon estomac se serra. Je voulus demander pourquoi, mais quelque chose dans son expression me dissuada d'insister. J'ai pris la clé, remercié d'un signe de tête, et suis monté à l'étage. Le couloir du 2e étage était désert. La moquette était épaisse sous mes pas, ou du moins ce qui ressemblait à une moquette. L'éclairage était faible, projetant des ombres allongées sur les murs. Lorsque j'ouvris la porte de ma chambre, je fus frappé par une sensation étrange. Tout était parfaitement normal. Mais il y avait un miroir en face du lit. Un miroir immense, qui occupait presque tout le mur. Et lorsque je refermai la porte derrière moi, je crus voir quelque chose bouger dans mon reflet. Mais il n'y avait personne dans la chambre. Je restai immobile, mon regard fixé sur le miroir. J'étais seul dans la chambre, mais mon reflet n'avait pas bougé en même temps que moi. C'était une fraction de seconde, une impression fugace, mais j'en étais certain. Un frisson parcourut mon dos. Je secouai la tête et tentai de me raisonner. La fatigue, voilà tout. Mon esprit me jouait des tours après ces longues heures sur la route. Sans quitter le miroir des yeux, j'enlevai ma veste et posai ma valise à côté du lit. Le miroir était immense. Beaucoup trop grand pour une simple chambre d'hôtel. Il couvrait presque tout le mur en face du lit, me donnant une vision complète de la pièce, et de moi-même. Cette idée me dérangeait, je n'aimais pas voir mon propre reflet en permanence. Après quelques instants d'hésitation, je me levai et cherchai quelque chose pour le couvrir. Une serviette ? Un drap ? Mais il n'y avait rien, comme si tout était calculé pour que je sois obligé de me voir. Je finis par éteindre la lumière principale et allumer la petite lampe de chevet, espérant que la pénombre atténuerait ce malaise. Puis, épuisé, je me laissai tomber sur le lit et fermai les yeux. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres. Je tentais de me détendre, en vain. Ne sortez pas de votre chambre après minuit. Cette phrase, prononcée par le réceptionniste, me revenait sans cesse en tête. Pourquoi avait-il dit ça ? Je jetai un coup d'œil à l'horloge numérique sur la table de chevet. 23h57.
J'enfouis mon visage dans l'oreiller et tentai d'ignorer cette sensation oppressante qui pesait sur ma poitrine. Puis, soudain, un bruit. Un léger grattement, juste derrière moi. Mon souffle se coupa net. J'ouvris les yeux, le cœur battant. Le bruit s'arrêta immédiatement. Je tournai lentement la tête vers le miroir. Et mon sang se glaça. Quelque chose bougeait dans mon reflet. Je restai figé, les muscles tétanisés par la peur. Puis, lentement, dans le miroir, la porte de la penderie derrière moi s'ouvrit pour toute seule. Mais dans la réalité, elle était toujours fermée. Je voulais bouger, me lever, fuir, faire quelque chose. Mais j'étais paralysé. Dans le miroir, la porte de la penderie derrière moi était maintenant grande ouverte. Mais quand je me suis retourné dans la réalité, elle était toujours fermée. Un frisson me parcourut l'échine. Puis, lentement, une silhouette est sortie de la penderie. Dans le reflet, je me suis figé. Dans la glace, je voyais une forme sombre, indistincte, se déplacer dans la chambre comme une ombre vivante. Mais dans la réalité, rien. La pièce était vide. Seul le miroir montrait ce qui était en train de se passer. J'avais envie de fermer les yeux, de me convaincre que je rêvais, mais je n'étais pas endormi. La silhouette s'approche du lit, lentement. Mon propre reflet, lui, restait tétanisé, figé dans une expression de terreur absolue. Puis, la chose s'arrêta. Juste derrière moi, je pouvais presque sentir une présence, un souffle froid sur ma nuque. Puis, elle se pencha à mon oreille. Dans le miroir, je la voyais clairement. Une forme noire, sans visage, un vide complet, à l'endroit où devraient être ses yeux. Et soudain, un murmure, glacé, rauque, résonna dans la chambre. « Tu essaies resté trop longtemps. » Un hurlement me monta à la gorge, mais aucun son ne sortit. Je fermai les yeux, priant pour que tout cela disparaisse. Quand je les rouvris, la silhouette avait disparu du miroir. Le reflet était redevenu normal. Mais alors que je reprenais difficilement mon souffle, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un grincement, lent, terrifiant. Je me retournai d'un coup, les mains tremblantes. Et cette fois, dans la réalité, la penderie venait réellement de s'ouvrir. La porte de la penderie était ouverte. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un reflet dans le miroir. Elle était vraiment entrebâillée, révélant un espace sombre où aucune lumière ne pénétrait. Un silence pesant s'abattit sur la chambre. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Ma respiration devenait difficile. Je voulais croire que ce n'était qu'un courant d'air. Une coïncidence. Mais je savais que ce n'était pas le cas. L'ombre que j'avais vue dans le miroir, elle était là, avec moi. Je me levai lentement du lit, sans quitter des yeux la penderie entr'ouverte. Chaque muscle de mon corps était tendu, prêt à fuir. Puis, un bruit sourd retentit. Quelque chose était tombé à l'intérieur de la penderie, ou plutôt, quelque chose avait bougé. Je fis un pas en arrière. J'étais sur le point de me précipiter vers la porte de la chambre, mais une voix glaciale chuchota dans mon oreille. « Tu ne devrais pas être ici. » Un souffle froid me caressa la peau. Mon sang se glaça. Dans un mouvement désespéré, je me ruai vers la porte, agrippai la poignée et la tournai frénétiquement. Verrouillé. Un frisson d'horreur me traversa. J'étais piégé. Derrière moi, la penderie s'ouvrit lentement en grinçant. Un silence terrifiant s'installa. Je refusai de me retourner. Puis, un pas. Juste derrière moi. Je sentis une présence tout près. L'air autour de moi devint glacé et une pression invisible semblait peser sur ma poitrine. J'avais une seule solution, le miroir. Je levai les yeux vers lui, le souffle coupé, et ce que je vis me hantera pour le restant de ma vie. Dans mon reflet, je n'étais plus seul. Derrière moi, une silhouette sombre, immense, me surplombait. Son visage était flou, ses contours indistincts, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Puis, lentement, elle leva un bras et posa une main invisible sur mon épaule. Dans la réalité, je ne sentais rien, mais dans le miroir. Je voyais très clairement cette main noire serrer mon épaule. Je hurlai. Dans un ultime mouvement de panique, je tambourinai contre la porte de la chambre. Et soudain, elle s'ouvrit toute seule. Je me précipitai dans le couloir, le cœur prêt à exploser. L'hôtel était silencieux, comme s'il était abandonné. Je n'ai même pas pris le temps de récupérer mes affaires. Je courus dans l'escalier, dévalant les marches à toute vitesse. Le hall était vide. Il n'y avait plus personne à la réception. Je sortis en trombe sous la pluie battante, me ruai vers ma voiture et démarrai sans un regard en arrière. Ce n'est que plusieurs kilomètres plus tard que je réalisai que mes mains tremblaient, encore. J'essayais de me convaincre que tout cela n'avait pas existé, que c'était un rêve, une hallucination. Mais en jetant un dernier coup d'œil à mon rétroviseur, j'ai vu une trace sombre sur mon épaule gauche,
comme si quelque chose ou quelqu'un m'avait touché. Je n'ai jamais retrouvé cet hôtel. J'ai cherché, vérifié la route où je m'étais arrêté. Il n'existait pas. Mais parfois, quand je m'endors, je revois ce miroir, et je me demande si cette ombre ne m'a pas suivi.